qui s'il y a déjà l'eau, c'est bon, de la terre, autre là. À part l'eau, la terre et autres, quelles sont déjà les infrastructures en termes d'équipement qu'un maraîcher doit avoir? Bon, en termes d'équipement, on a le forage, on a, comment dit-on, pour alimenter le forage, il faut de l'énergie électrique. Ça peut être alimenté par le groupe électrogène ou par le courant électrique, peu importe. Et après ça, on met l'énergie électrique. Il faut les matériels, par exemple, de la brouette, comment dit-on, de roues, de machettes, comment dit-on, de binettes, de rayonnets, de râteaux. Bon, il y a beaucoup de choses. De toute façon, on peut pas attendre avoir tout avant de démarrer. Il faut quand même commencer quelque part et à chaque fois qu'on a les moyens, on peut l'augmenter. Pour un débutant, même les gens, je connais des gens qui ont prêté de roues pour commencer le maraîchage ici. Donc c'est la volonté. C'est la volonté. Si la volonté y est, je pense que même sans rien, on peut se lancer et arriver vraiment à réaliser de grandes choses. Ok. Donc vous avez parlé des équipements. Et je pense que vous avez les équipements avec vous, tout avec vous. Et donc, tout ça, donc peut-être que vous allez nous montrer ces équipements à la fin. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et pour faire l'exploitation maraîchère, il faut forcément de la ressource humaine. Justement. Donc, en termes de ressources humaines qualifiées, de main-d'œuvre, et pour gérer efficacement son exploitation, comment ça se passe? Pour la gestion de la main-d'œuvre, pour un débutant, je pense une entreprise qui vient de naître, il faut commencer soi-même d'abord avant de penser à engager. Parce que tel que nous le disons, il faut commencer par une petite unité de production et déjà avoir l'idée de recruter quelqu'un, vous allez rouler à pète. Donc pour quelqu'un qui veut se lancer dans la production maraîchère sur sur un petit espace, pour un début, doit quand même être en mesure lui-même de gérer, de s'occuper de la gestion de l'unité de production. Ça peut aller. Donc, s'il ne soit pas en mesure de gérer lui-même et qu'il va recruter des gens ou bien une personne, il va pas espérer grand chose au début parce qu'il n'est pas sur une grande unité de production. Mais pour ceux qui sont sur des grandes unités de production, la gestion de la ressource humaine est en fonction de la superficie embravée. On peut avoir un directeur chargé de la production, on peut avoir des ouvriers, ceux qui sont là pour la confection des planches, et le semis, les désherbages, la récolte. Donc, si vous êtes quand même sur une grande superficie, il faut différencier ces différentes personnes qui travaillent dans votre entreprise. Il peut y avoir des gens et les rôles, par exemple, nous avons des pépiniéristes. On peut recruter un pépiniériste, lui, son rôle, c'est de produire uniquement de la pépinière pour une unité de production. On peut avoir peut-être des gens, et les rôles, c'est de confectionner les planches et tout ça. On peut avoir des gens qui seront peut-être occasionnels pour le repiquage. Mais si vous voyez que pour éviter tous un nombre important de personnes, il faut quand même aller recruter un technicien expérimenté qui pourra à lui seul gérer chacun de ces volets-là si ce n'est pas de trop pour lui. Maintenant, en plus de ça, on peut recruter un technicien et recruter un novice. Le technicien est là pour dire ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Donc, il est en réalité le guide des ouvriers, d'un ou des ouvriers qui ne maîtrisent pas peut-être nécessairement pas le domaine. Donc, il est là pour les orienter. Donc, voilà. Ok, et merci beaucoup. Et quand on parle de l'investissement, il faut forcément s'attendre à une rentabilité donnée. Ok, d'accord. Quand j'investis dans une exploitation maraîchère et je débute, à partir de quel moment je peux espérer que je commence par rentabiliser? Ça dépend de votre installation. Pour quelqu'un qui s'installe sur 3-4 hectares, il peut pas se comparer à quelqu'un qui a fait 500 mètres carrés. Parce que sur 4-5 hectares, ça nécessite beaucoup plus d'investissement. Alors, celui qui est sur 500 mètres carrés, même avec un seul arrosoir, avec une roue, un râteau, et, comment dit-on, une machette, avec, bon, un puits à côté, il peut déjà se lancer. Et là, il va beaucoup plus rentabiliser que celui qui a fait un gros investissement. Donc, ça dépend. Ça dépend de l'investissement, de la grandeur de votre investissement ou bien de l'unité de votre ferme, en fait. Donc, voilà un peu.
Ça dépend de la grandeur de votre investissement. Donc, quand je suis sur un état et j'investis, je ne veux pas penser à rentabiliser comme quelqu'un qui fait 700 mètres carrés au début. OK. Et investissement et rentabilité implique quoi? Accès au marché. Parce qu'il faut vendre avant de pouvoir espérer rentabiliser ce que nous sommes en train de faire. Donc, en termes de marché, vous pouvez nous parler d'il y a des opportunités de marché dans le maraîchage? Bon, il faut avouer que le marché existe. Le marché existe et on n'arrive même pas, et pas moment à répondre, à satisfaire tous les besoins. Mais au même moment, il y a des gens qui n'arrivent pas à écouler les produits. Donc, il y a une asymétrie d'informations. Moi, je peux être en manque de produits pour répondre aux besoins de ma clientèle au même moment où tous seront en surproduction et qu'ils n'arrivent pas à écouler. C'est justement pour cela on exige une étude de marché au préalable et avoir le marché avant de se lancer dans la production. Je dis avoir le marché avant de se lancer, c'est même de se diriger déjà vers, par exemple, ces bonnes dames ou bien ces restaurants qui sont censés utiliser vos produits, les échanger avec eux, discuter, leur demander, voilà, je vais me lancer dans telle production. Si je le fais, est-ce que vous allez prendre quelle est la quantité de votre besoin de façon et demander tout ça, quelle est la capacité d'achat et tout ça. Donc, ça va vous orienter à vous permettre quand même d'établir vraiment un plan de production qui va cadrer avec la demande. Là, vous ne pouvez pas quand même rouler en pète. Et donc, le marché existe, mais il faut quand même aller faire l'étude de marché pour pouvoir savoir que le marché existe réellement. On ne peut pas produire et rester dans son coin et attendre à ce que nécessairement les gens viennent et payer. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et comment dit-on, et tout se fait maintenant sur les réseaux sociaux, les médias, et même tu peux rester dans une grande forêt et commercialiser en ville, même à l'étranger. Donc, on peut mettre en, comment dit-on, et on profite tous ces éléments-là pour pouvoir quand même détecter le marché et écouler facilement nos produits. Sinon, ça existe. Le marché existe bel et bien. Ok, donc les opportunités de marché existent bel et bien. Il faut pas rester dans chaque chambre pour se dire qu'il faut vendre. Il faut vendre avant de produire. Il faut aller à la recherche du marché et d'étudier le marché. Donc quand les gens parlent de post et de post récolte, c'est sûrement lié au non écoulement de leurs produits sur le marché. Si je ne me trompe pas. Ou bien les post récoltes, vous pouvez produire, vendre et même aussi et avoir des post récoltes, des pets post récoltes. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Les pets post-récolte arrivent généralement si on ne tient pas compte des réalités du marché. Par exemple, vous n'avez pas tenu compte de l'habitude d'achat de votre clientèle. Vous êtes lancé. Nous sommes à Gara, par exemple. Je sais, par exemple, que peut-être beaucoup de gens ne mangent pas de la salade, mais je me lance dans une position de un état de carotte. Oh, je sais que c'est Agara, je vais écouler ça. Ça ne pourra pas marcher. Dans ce cas, il faut maintenant quitter Agara et aller chercher le marché ailleurs. Mais le problème est que les gens ne veulent pas sortir. Les gens ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas aller chercher l'information. Ils attendent à ce que tout soit quand même mis à leur disposition, ce qui n'est pas possible. Et donc, quand on parle de pet post-record, j'ai été confronté une fois quand même, mais ça m'a obligé à trouver des solutions, ce qui m'a orienté vers la transformation. Donc ici, quand nous sommes en surproduction, il y a cette partie de l'essai de production qui est transformée. Ou soit nous restons en partenariat avec les unités de transformation. En ce temps, on dit, on vous envoie nos produits qui sont en surproduction, il faut les transformer, on les rachetons. Donc, on vous paie peut-être pour le service, la présence de services de transformation et on récupère les produits plutôt que de les laisser là pourrir. Nous sommes par exemple à une période d'abondance de la tomate ou la tomate coule afro, mais c'est une opportunité d'affaires pour les transformateurs agroalimentaires. Mais chez nous, c'est le contraire, ça ne coule pas afro, même si au marché, ça coule afro, parce que nous sommes spécialisés dans la production biologique et donc nous ne sommes pas comparés aux autres. C'est un cas différent. Ok, c'est effectivement un cas différent. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des innovations récentes dans le marché? Parce que en parlant du marché, tout à l'heure, vous avez parlé d'utiliser la roue pour faire les planches et autres. Mais aujourd'hui, les gens se disent, le monde a évolué et qu'on est à l'ère de l'innovation et autres là. Donc,
il y a déjà maintenant l'introduction de certaines innovations dans le secteur et qui impactent beaucoup plus le secteur. Donc, vous pouvez aussi nous parler de ces innovations-là qui impactent aujourd'hui la filière du maraîchage et nécessairement quand vous avez, parce que c'est faute de moyens que on va avec la roue, les machettes et autres là. Donc, quand vous avez les moyens, vous voulez propulser votre production à un niveau plus haut et intégrer les innovations aujourd'hui. Quelles sont ces genres d'innovations-là que vous pouvez intégrer? Bon, il faut avouer d'abord que ça ne sonne pas, ça sonne mauvais à l'oreille, mais le Bénin est encore très en arrière en matière d'innovation agricole. Très en arrière. Parce que quand vous observez certains pays, même en Afrique, ce qui se fait là-bas, c'est, le Bénin est très loin de la réalité. Il y a des fermes aujourd'hui où c'est un système intégré, même l'arrosage est déclenché par un système informatisé et tout ça. Et il y a des drones pour la pulvérisation, le traitement de vos produits, de votre production, plutôt que de garder des pulvérisateurs de traîner. Il y a des tracteurs pour quand même la confection des planches, des billons et tout ça. Et il y a des semoirs, plutôt que de s'accroupir chaque fois et pour semer. Il y a des semoirs désormais. Et il y a plein de choses. Et je pense que le Bénin quand même doit travailler pour se mettre au pas. Mais nous envisageons, moi personnellement j'envisage arriver à ce niveau-là, mais ce ne serait pas, je sais que ce ne serait pas facile, mais on peut y arriver et nous demandons également que le gouvernement essaie de nous faciliter et la tâche en nous permettant d'avoir facilement accès à certaines choses. Par exemple, on parle des tracteurs subventionnés au Bénin ici actuellement, mais c'est beaucoup plus concentré au nord parce qu'on sait que c'est là où il y a beaucoup plus de superficie. Mais toutefois, il n'en manque pas ici, mais nous n'en profitons pas vraiment. Il y a des petites machines, des petits tracteurs, par exemple les motoculteurs, tout ça là, bon, qui sont déjà disponibles dans le, mais peut-être Plateau aussi. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Par exemple, vous pouvez rester même à la maison, déclencher le système d'arrosage, contrôler l'humidité de votre jardin et tout ça. Mais le Bénin ne fait pas encore en réalité une grande chose dans ce volet-là. Mais quand même, nous rêvons quand même y arriver. Donc, il y a tas de choses, il y a tas d'innovations aujourd'hui et quand même qui font révolutionner la filière agricole aujourd'hui. Et ce serait quand même très intéressant de voir le Bénin aussi et se mettre au pas par rapport aux autres pays qui sont déjà très avancés. Donc la vision elle est noble. L'innovation, il y en a, la technologie, ça existe et ce que vous avez dit, c'est vraiment enviable, on veut que le Bénin se mette vraiment au pas pour qu'on puisse aller vers de telles innovations, vers une telle vision et l'intégrer effectivement dans notre système agricole afin que aujourd'hui on peut se dire oui, on a fait un pas. Et je vous l'ai dit, on est ici pour parler du maraîchage. Il y en a qui nous suivent en français, il y en a qui nous suivent dans les langues locales, tout et tout. On va aussi aller en faire vers eux pour parler et les faire rêver aussi et leur faire découvrir tout ce qu'on a eu à découvrir avec vous pour ceux qui suivent le français avec nous. Mais bien avant ça, j'aimerais vous demander quels conseils avez-vous à donner à ceux qui souhaitent se lancer dans le maraîchage ou bien sont déjà dans le maraîchage aujourd'hui. Bon, ceux qui souhaitent se lancer dans le maraîchage, d'abord on se lance dans une filière qu'on connaît, qu'on maîtrise. Si vous ne maîtrisez pas, vous allez payer fort le prix. Donc, c'est pas, d'abord l'agriculture en général, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. C'est tracassant. Mais si c'était facile, tout le monde allait le faire. C'est pas que c'est compliqué que ça a de la valeur ajoutée. Donc, je pense que c'est une filière quand même prometteuse, mais qui demande beaucoup plus d'engagement, de volonté, de la passion et surtout de la discipline. Si les gens viennent déjà en agriculture, ayant pour premier objectif l'argent, ils ont déjà échoué. Donc, non, on va venir à l'agriculture pour avoir pour premier objectif l'argent. Et on se lance dedans quand on maîtrise réellement. Tel que c'est un aspect qui est dedans, ils sont dedans depuis des années. C'est pour ça on est venu les chercher pour vous. Et tel qu'il a dit, que vous soyez un investisseur, que vous soyez agriculteur. L'agriculture, c'est pas sur papier, mais c'est le terrain. Donc, que vous sortez des universités et autres,
venez vous faire reformer à la pratique. Quand vous êtes un investisseur, l'essentiel c'est de vous rapprocher de quelqu'un qui est dans le domaine et qui a des résultats chiffrés, des résultats que vous avez avec des preuves à l'appui. Vous pouvez vous rapprocher de lui, il va vraiment vous orienter parce que les investisseurs, généralement, vous n'avez pas le temps. Vous investissez votre argent dedans et vous parquez à toutes occupations. Mais le choix du justice, c'est de donner votre argent à quelqu'un qui est réellement dans le domaine, qui maîtrise. Nous allons aussi parler de tout ce qu'on a eu à dire en langue locale. On est à Porto-Novo, donc on va pas faire le fond, c'est sûrement le langue le goût qui sera vous allez le plus entendre. Donc on va aller aussi dans cette langue pour que vous puissiez comprendre effectivement de quoi il est question. Moi, je vais aller en fond parce que je ne maîtrise pas le goût, donc excusez-moi beaucoup pour ça. Mais tu me connais quand il roule me miro tournomi. Mi kura iki jono ko mi ton lebe. Parler au midi. Bon, mi lo ko ton le dio so yin ti horia. Mi lo dio ni peri. Bon, mi na mun ko je nwe do bagle me. Kabi hwe bagle yo, nwe di ku me che u kanjo mi na mun ko ezumbo. Mi fon san kezi yo, mi lo uzun doe. Budo file gbon. Mi kan so ka mi a ton lo ajala do malawi. Bon, fi mi lo fi dion. Mi lo mena ho ansem sin kleme.